quand j'aimerais travailler? On va commencer par l'attractivité. Allez. Super, hein? Dans l'attractivité par rapport aux clients, par rapport au marché ou par rapport à ta structure? Le client, allez. Ok, super. Donc, le client, par rapport à son attractivité, on travaille les désirs et les besoins du client. Plus précisément, on va prendre ses valeurs, ses croyances, tout ce qu'on prend toujours en coaching. On va prendre les objectifs de nos clients et on va prendre quelles barrières peuvent faire en sorte que le client ne vient pas à nous ou ne travaille pas finalement avec nous. Donc, pour toi, comment ton client se perçoit, comment il se décrit? Ton client type. Disons, si tu fais le persona de ton client, comment il se perçoit? Quelle valeur, par exemple, une valeur et une croyance, tu peux imaginer pour lui? Une valeur, souvent, c'est le... Il y en a deux qui reviennent souvent, le respect et la liberté. Oui. Et la croyance qui revient assez souvent aussi, c'est le fait qu'on a tous le droit à quelque chose, tu vois, qu'il n'y a pas quelqu'un de plus que quelqu'un d'autre. Après, ça diffère selon le client, mais on a tous le droit à... j'ai une cliente qui m'a dit à être bien logée et avoir un logement décent. La justice aussi, besoin de justice. Ouais, Ouais. ouais, d'égalité, de traitement égalitaire. Je pense qu'il y a beaucoup ça. À quel point ton entreprise ou ton offre est alignée avec, disons, de 1 à 10, sur l'échelle de 1 à 10, ce que tu proposes actuellement, à quel point c'est aligné avec ses valeurs et ses besoins? Je dirais bien 9. Super. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça soit aligné à 10? Est-ce qu'il y a une petite chose complémentaire que tu peux ajouter? Non, là, je vois pas. Ok. Bon, mais c'est le 9, c'est déjà super bien. Quelle valeur exprime ton client quand il vient à toi? Une valeur qui met... ouais, la liberté souvent. Le besoin d'être vraiment lui. Mhm. Ça. Donc, ton offre, il correspond à cette valeur, hein. Oui. Ok, super. Donc là, tu es plutôt super bien calé. On peut travailler un petit peu sur les objectifs de tes clients. Disons que quand on parle des objectifs, même plutôt on peut dire les buts, c'est vraiment dans sa globalité. Qu'est-ce que c'est l'idée globale à laquelle tes clients adhèrent. Ça peut être l'écologie, par exemple, ou bref, c'est vraiment quelque chose de global. Et donc, comment toi, tu aides ton client à atteindre l'objectif qui lui tient à cœur? Pareil, on peut faire de l'échelle de 1 à 10. Est-ce que toi, ton attractivité, l'attractivité de ton offre correspondent aux objectifs de tes clients? Oui. Mais super, super. Déjà, c'est quoi l'objectif de tes clients? C'est qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif? Bah, c'est souvent atteindre leur objectif déjà. Oui, Et souvent, ils s'en fixent, mais ils ok. n'y arrivent pas. Ou alors atteindre des objectifs un peu plus ambitieux pour
par exemple, tu vois, avoir un équilibre vie pro, vie perso, se Mhm. dégager du temps, être performant, en gros, un peu gagner plus, travailler moins, quoi, si je le résume ça. Ouais, hein. Mhm. Et, Travailler différemment, ouais. et est-ce que tu as travaillé sur ce qui sous-tend ces objectifs? Qu'est-ce que, voilà, là, c'est la partie visible de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? En dessous, il y a les peurs, les croyances limitantes, les valeurs non respectées. Il y a Mhm. ça, Est-ce voilà. que tu travailles dans ce que tu proposes? Tu travailles sur cette partie de l'iceberg? Oui, oui. Ok, super. Mais là, on est en cours super bien. Donc, encore une fois, de 1 à 10, si, à quel point toi, tu aides ton client à atteindre leur objectif actuellement? Est-ce que tu as quelque chose en cours à travailler ou est-ce que ce que tu prévois comme travail, c'est largement suffisant? Alors, je pense que ce que je fais déjà, c'est très bien, mais je pense qu'il y a toujours une façon de progresser, tu vois. Donc, Mhm. on- Est-ce que tu as c'est- une idée? Qu'est-ce que tu peux améliorer pour le faire? bah, tu vois, par exemple, j'ai un client qui a atteint tous les objectifs, qui était vraiment en phase Ouais. très haute, et il a fait une chute très bas. Et ça, je l'avais jamais encore expérimenté. Mhm. Et alors au début, j'ai eu la fâcheuse tendance à me dire: «Mince, qu'est-ce que j'ai raté?» Mhm. Mais en même temps, il m'avait pas tout dit. Mhm. Donc en fait, là, on va reprendre un travail. Peut-être qu'il a fallu qu'il expérimente aussi cette phase très ascendante et cette chute très Mhm. basse pour pouvoir travailler cet aspect-là, tu Aller vois? plus loin, non, mais ça, oui, effectivement, pour moi, c'est un peu évident, surtout si il y avait justement si le parti immergé de l'iceberg était trop grande, Mmh, euh, toi, tu peux pas deviner des choses c'est ça. qui se passent. Là, aujourd'hui, dans mon entreprise, le frein le plus puissant que j'ai face à moi, c'est trop cher. Mhm. Là, justement, c'est la troisième partie euh, qu'on va travailler sur OK. cette case. Quels peuvent être les obstacles, les freins, qu'est-ce qui peut empêcher tes clients d'acheter tes services? Ça peut être barrière financière ou barrière de fonctionnement ou ça peut être pour les entreprises, ça peut être aussi que leur logistique ne concorde pas avec la logistique de leurs clients, mais pour nous, c'est pas vraiment ça. Donc, pour toi, le premier barrière, tu évoques, est financière. Quelles d'autres Oui, barrières tu peux trouver? la barrière du temps, Oui. Hein? Mhm. hem, beaucoup de: «J'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard». OK. Ouais. Hein? Tu Mhm. rappelles plus tard: «J'ai pas le temps, rappelez-moi plus tard». OK. Un peu Alors moi, normal pour les je dirigeants, oui. ou quand même quand je connais la personne, hein, là, je suis sous l'eau, OK, alors quand est-ce que ça Mhm. sera le moment pour toi? Et Ouais. ce temps-là, au final, il des fois après pour moi, ces obstacles-là, ce sont que des, heu, comment il dirait Tom? Bullshit, Ouais. tu vois? Complètement, oui. Voilà. Donc Ouais. après, c'est aussi est-ce que moi, j'ai connecté suffisamment à la personne et à la nécessité qu'elle travaille là-dessus pour y aller? Mhm. Ouais, c'est Voilà, une excuse ça. Quand bien tu dis sûr. bullshit, enfin, c'est une excuse. Ils ont pas envie de passer de temps sur Mais en ce fait, sujet. c'est une excuse, des fois, inconsciente. Eux, ils sont Oui. persuadés qu'ils n'ont pas les finances et qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, pour toi, encore une fois, de 1 à 10, dans quelle mesure ces obstacles, soit le manque de finances attribuées au coaching, soit ce que les gens ne prennent pas le temps, impactent ton activité? Ah bah, ça a un impact pas mal, hein. Sur une échelle de 0 à 10, bah, allez, je dirais, au moins la moitié. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire comme mesure? Voilà, déjà, il y a Christian qui t'a proposé la première mesure. Quelle autre Ouais.
Bah, peut-être connaître un peu plus de techniques commerciales parce que moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. Et puis, comme j'ai dit, j'aime pas avoir la sensation de vendre quelque chose. Tu vois, c'est vraiment, Tu vraiment vends pas, difficile. tu offres un service payant. Oui, enfin, voilà, c'est ça. Pareil. Mais en fait, c'est tout ce qui est derrière. C'est un travail aussi de développement personnel. Je pense que Bien sûr. toutes les représentations que j'en ai moi derrière. Tu vois. Eh oui. Et donc, je pense qu'il y a ça à travailler pour moi. Et il y a les techniques commerciales et peut-être apprendre des petits trucs comme le dit, tu vas appeler tel jour ou tu vois. Moi, je le fais vraiment naturellement comme je suis ou quand moi j'ai le temps, je le fais. Mais c'est peut-être pas au même moment que. Voilà, moi je. Céline, si tu peux me donner déjà 3 actions que tu peux mettre en place pour pallier cette désamour pour les démarches commerciales et choisir une action qui sera vraiment ton premier pas sur ce chemin. Je sais pas. Mais Oui, si oui. pour toi, les 3 actions, tu peux me dégager les 3 actions qui sont peut-être la plus confortable, un peu moins confortable, et celle qui tu penses qui va être efficace, mais qui n'est pas très confortable pour toi pour l'instant. La confortable, c'est ce que je fais déjà, tu vois, faire des rendez-vous, tu vois, ça c'est très confortable, c'est ce que je fais déjà. Mais de manière plus régulière. Ça va pallier à ce frein, manque de temps ou d'argent évoqué par ton client. C'est justement sur cette problématique-là, qu'est-ce que tu peux faire pour être plus efficace? Je sais pas, parce que là, j'ai adopté l'attitude du lâcher prise face à ça. Donc, Oui, hein? Oui, ça c'est pas mal non plus. Donc, tu préfères changer tes attentes au lieu de changer la situation. là, pour l'instant, oui, j'avoue. Ok. Bon, je vais pas te torturer, mais au moins une action. Moi, je vois déjà une action qui est vraiment évidente. Donc, moi, j'attends de toi. Qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Sur le démarchage commercial? Sur justement trouver quelque chose quand il y a un client qui évoque le manque d'argent ou le manque du temps. Dans ce cas, qu'est-ce que Céline, elle fait? Là, je vois pas. Si tu peux m'aider, Natalia. Déjà, tu as Christian, qui est un super commercial. Oui. Tu peux peut-être essayer d'avoir le rendez-vous avec lui et échanger quelques techniques. Comment lui, il a travaillé avec ces clients-là. Moi, ça m'est venu à l'esprit parce que c'est la communauté CO Coach. Mais tu as certainement d'autres personnes aussi qui peuvent peut-être te donner quelque chose dans ce sens-là. Ok, bon, c'est toi qui vas peut-être désigner quelqu'un. Ou s'il y a des volontaires, s'il n'y a pas de volontaire, c'est Céline qui va désigner ma prochaine victime. Allez, attends, il y a des personnes que je n'ai pas vues. Oui. Il y a Bruno, Nora et Olga qui sont mes invités. Nora, allez. Et moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai mon rendez-vous qui est arrivé. D'accord, bon, ciao, bisous. Ciao. Bonjour à tous. Suite à l'esprit, c'est l'offre, les biens et les services en fait. Ok, super. Dans l'offre, nous travaillons plus précisément donc ton offre unique, ta proposition. On va travailler aussi l'expérience client, le niveau de ton service, et on va travailler sur l'attrait de ta marque, l'image de ta marque. On y va? On y va.
Super. Tes clients, il y a des raisons évidentes pour choisir ton offre que tu proposes. Oui, je pense que dans mon secteur d'activité, donc qui est ce que tu sais, donc le recyclage, les installations, on va dire, de tri des déchets sur mesure dans le secteur industriel. Je pense que ce qui manque, c'est d'apporter au client un service global clé en main. C'est-à-dire que aujourd'hui, le client n'a pas suffisamment de choix pour pouvoir se positionner sur une offre. Voilà. Aujourd'hui, on a toujours les mêmes. On va faire comme ça. Est-ce que tu peux me faire ton pitch? Donc, ta cible, l'objectif, ta différence et bénéfice client. D'accord. Donc, oui. Pour les fabricants allez, vas-y. Oui. Alors, ma cible, donc, c'est les collecteurs de déchets. Donc, pour les collecteurs de déchets. Voilà, pour les collecteurs de déchets. Qui souhaitent faire? Pour les collecteurs de déchets qui souhaitent justement mettre en place sur leur site une solution d'installation de tri pour les déchets. Super, tu proposes. Voilà. Et moi, ce que je propose, c'est de les conseiller et de piloter leur projet d'installation de tri. Pour qu'ils puissent, bénéfice client. Pour qu'ils puissent faire des choix éclairés parmi tous les constructeurs sur le marché et, comment dirais-je, et également les nouveaux acteurs qui sont pas encore, qui n'ont pas de notoriété et qui ne sont pas connus sur le marché français. Super, pour moi c'est super clair déjà ton pitch. Donc toi tu proposes déjà des solutions. Qu'est-ce que tu peux améliorer dans ta proposition pour intéresser encore plus ton client cible? Alors, ce que je peux améliorer, en fait, c'est plusieurs critères que j'ai déjà, on va dire, diagnostiqués. C'est, par exemple, comment dire, le choix du constructeur, bien sûr, c'est de leur proposer plusieurs solutions. C'est également de les, comment dire, je suis désolée, j'avais tout noté, de les accompagner aussi sur des solutions de subvention d'État. Oui. Leur proposer déjà, leur éviter en fait de faire toutes ces recherches. Sur comment dire, les sécuriser également sur comment dirais-je, le premier acompte en fait, parce qu'on a toujours un premier acompte à verser et très souvent, effectivement, quand c'est des constructeurs qui arrivent, qui sont soit hors Union européenne ou Union européenne, c'est le client en général ne veut pas régler l'acompte sans avoir une sécurité financière. Et ensuite, c'est de pouvoir également les sécuriser sur l'organisation de la formation, comment va se dérouler la formation des opérateurs, on va dire, après après la livraison. Voilà. Et après, donc, aussi, la partie qui est quand même très, très importante, c'est après installation, c'est le suivi après l'achat. Voilà. Et aujourd'hui, donc, ce que j'ai pu voir donc, dans ma dernière activité en tant que salarié, c'est que tous ces points-là ne sont pas bien structurés dans la profession. Donc, ce sont les avantages que tu proposes et qui te distinguent de tes concurrents. Voilà, c'est ça. C'est vraiment d'apporter aux clients qui n'ont pas le temps. Hein. Ils sont sur des sites de production, ils n'ont pas le temps. Et parfois, je me suis aperçue qu'ils découvraient les problèmes après l'achat. Super. Donc, est-ce que tu as identifié des domaines où tu peux dépasser, améliorer la qualité de, disons, mainstream? Oui, il y en a plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. Par exemple,
on va dire ce que j'avais déjà dit, je suis en train de regarder ma checklist. Sur les compétences, oui, on a des constructeurs qui n'ont pas forcément les compétences en réalité. Il peut y avoir des erreurs, des erreurs dans le type d'installation. D'accord. Et là, tu dépasses Voilà. tes concurrents directs dans ton Pardon? offre. Dans ce que tu proposes sur ce point-là, toi, tu dépasses tes concurrents directs. Là, complètement. Ouais. Il y a eu Super. tellement d'erreurs d'installation et c'est des, comment dire, des projets qui sont les petits projets démarrent à 200 000 euros, donc on ne peut pas trop se tromper en fait. Donc Ok. ça, c'est très, très important. Ensuite, très important aussi, ce sont les références du constructeur. Oui, hein. Parce que parfois, le constructeur peut être soit en cours de liquidation, soit déjà eu des problèmes avec des clients. Donc là, moi, ça me demande d'aller sur le terrain du constructeur, d'aller, on va dire, d'aller investiguer en fait chez les clients qui ont été installés, d'avoir un retour. Et également, par exemple, à titre d'exemple, d'aller au tribunal, on va dire, de commerce de proximité et de voir s'il n'y a pas des affaires sur ce constructeur. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, toi, tu dirais de 1 à 10, OK, dans quelle mesure ta proposition est solide? De 1 à 10, alors une fois qu'un grand travail a été fait, Ouais. moi je peux dire 10, hein, puisque une fois que j'ai, Super, hein? après retour d'expérience en tant que salarié, Bien une sûr. fois que comment dire, travaillé sur tous ces critères-là, là je peux apporter au client une offre qui va en plus le rassurer avec comment dire, et avec une traçabilité de tout ce que j'évoque. Super, hein? Super. Non, bravo pour 10. Je te félicite. Donc, Merci. passe à l'autre volet de ton offre, c'est l'expérience cliente et le niveau de service que tu proposes. Là, juste pour introduire un petit peu, il y a dans ce domaine ce qu'on appelle les règles d'évaluation PIC-fin. L'anecdote, comment cette règle a été introduite, elle est hyper marrante. En fait, le premier qui l'a introduit, c'était un docteur en coloscopie qui a remarqué que les patients, c'est pas coloscopie, c'est pas vraiment une procédure très agréable. Et il a remarqué que les patients ne gardaient pas en mémoire tout ce qui se passait pendant la durée de la procédure, mais qu'il y a en fait deux niveaux d'attente. Il y a une attente tolérable et désirable. Et que les clients mémorisent tout ce qui est en fait dans cette zone grise ou zone de tolérance qu'on l'appelle, les clients oublient, ou presque. Tout ce qu'ils vont se souvenir, c'est les pics du haut ou du bas, et également la fin de l'interaction. Et après, c'était repris par tout ce qui est amélioration de service client, et donc les entreprises qui sont déjà sensibilisées dans ce domaine, ils essaient vraiment de créer ce qu'on appelle les générateurs de souvenirs, c'est-à-dire mettre toutes les interactions, l'intégralité de tes interactions avec ton client sur le papier et de voir où ça dépasse. Et si ça dépasse en bas, de la faire entrer dans la zone grise et peut-être faire un ou deux pics et améliorer la fin de tes interactions pour que l'expérience client ne soit pas juste satisfaisante, mais banale, mais pour que le client a vraiment un bon souvenir. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux imaginer dans ce sens-là un petit plus qui fera que ton client sera, vraiment aura des bons souvenirs de te rencontrer? Qu'est-ce que tu peux apporter en plus à ton client pour vraiment créer un pic qui sera au-dessus
limite désirable? Pour moi, je pense que je me mets à la place, hein, je me mets à la place du client toujours, hein. D'accord, oui. J'aimerais être servie de la même manière. Donc, moi, je dirais que déjà, la première des choses, c'est le rassurer. Et de si jamais, pendant l'intervention, il y a des étapes, qu'il ait connaissance des étapes, qu'il sache qu'il y a des moments où, à tel endroit, ça va être un petit peu, il peut mal le percevoir. Donc, de le rassurer et de rendre cette intervention pour lui, on va dire, agréable. Voilà, je ne sais pas Super, si je me suis bien exprimée. super, non, c'est très bien. Est-ce que pour toi, tu vois déjà pour tes clients qu'est-ce qui est le niveau acceptable et qu'est-ce qui est le niveau désirable? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Et est-ce que tu penses que ton idée est bonne? Sur quoi elle se base? Alors, comment dire, moi, je pense que, alors c'est vrai que j'ai juste un petit peu d'avance sur ce sujet par rapport à mes clients parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant 2 ans. Ouais, Et je sais que, par exemple, je sais que mes clients, très souvent, les collecteurs, qui sont les recycleurs, hein, qui vont transformer la matière, parfois comment dire, ne savent pas ce qui est concrètement dans tous les déchets, dans toutes les typologies de déchets qu'ils ont. Parfois, ils ne savent pas ce qui est recyclable ou pas recyclable. Voilà, déjà, ça démarre là. Donc déjà, il faut qu'on identifie ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, et ce que l'on peut faire. Donc, on va mettre une solution en face, et ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Donc là, dans le cas de mon activité, c'est plutôt la première question que je poserai à mon client, c'est il va recycler, mais qu'est-ce qu'il veut faire de cette matière? Où est-ce qu'elle va partir? Dans quelle direction? Quelle filière? Donc, ou pas, où il n'y a pas de filière. Donc, s'il n'y a pas de filière, ce n'est pas la peine de mettre en place un investissement pour quelque chose qu'on ne va pas pouvoir valoriser. Voilà, en fait, c'est la première question déjà à poser. Là, c'est typiquement l'approche coaching. Là, tu es super bien, impeccable. Voilà, donc déjà, la première question, c'est je vais investir, mais est-ce que je vais rentabiliser? Bien sûr. Il y a dans le recyclage, on a, contrairement à ce que l'on pense, hein, il y a comment dire, la loi de transition énergétique propose plein de subventions pour recycler, hein, mais dans la réalité, dans la réalité de l'activité, on a beaucoup de matières qu'on recycle, dont on n'a aucune solution de recyclage aujourd'hui. Et ça, on le dit pas. On le dit pas. Donc, le client, il a besoin, pour faire des choix éclairés, il a besoin de savoir pourquoi il va investir, comment il va valoriser, et s'il ne peut pas valoriser, il faut qu'il fasse quand même des calculs. Donc, il ne va pas mettre en place, il ne va pas investir sur des grands montants si à la sortie, il ne peut pas rentabiliser l'outil. Tu vois? En ce que je comprends, toi, tu accompagnes dans toute cette réflexion, dans tout ce démarche. Donc, pareil, de 1 à 10, comment tu dirais l'expérience client avec toi? Alors, en fait, je l'accompagne sur la globalité du projet, en fait. Je l'accompagne déjà à lui y aller, il faut absolument que j'arrive à diagnostiquer. Non, pas absolument, il faut que je diagnostique. Donc, il veut mettre en place une installation, mais moi, je dois être honnête avec lui. Il faut que je pose les questions, qu'il ne fasse pas d'erreur. J'en doute pas de ton honnêteté. Si tu dois donner un chiffre de 1 à 10, l'expérience client qui travaille avec Nora, c'est quoi? J'ai pas bien compris ta question, en fait. Quand tu parles de l'expérience client… Si tu dois évoluer, expérience client. Disons, l'expérience client, si tu le juges à 1, c'est vraiment exécrable. Il va dire, je vais jamais plus revenir chez Nora. Et 10, c'est expérience client qui est super bien. Le client qui te recommande et qui souhaite retravailler avec toi. Donc, entre l'un et l'autre, expérience client qui prend tes services. Tu les juges à combien? Alors,
je vais parler de mon expérience. Je ne peux pas parler de choses qui n'existent pas. Donc, je vais parler de choses qui existaient. Oui, non, mais bien sûr. Mais donc, comment Voilà. les gens ont jugé ou comment toi, tu perçois l'expérience que toi, tu donnes à ton client? Alors, écoute, moi, dans l'état actuel des choses aujourd'hui, je dirais 10 parce que je vais apporter Super. toutes les réponses à tous les éléments. En revanche, quand j'étais salariée dans l'entreprise, j'étais pas forcément à l'aise pour dire les vraies vérités et aller au cœur et faire un diagnostic, on va dire, précis, parce qu'il y a des choses dans certaines structures qu'on peut pas dire. Mais moi, je veux pas travailler comme ça. Moi, je vais travailler avec… si moi, je devais mettre en place une installation, j'aurais aimé rencontrer une personne comme moi qui puisse évoquer tous les points importants qui Ok, vont dis me le chiffre. questionner. Et Tout ça, je comprends bien. Dis-moi le chiffre. ben, moi, je dirais 10 parce que je veux faire les choses en C'est profondeur. parfait. Dans ce cas, il n'y a rien de spécialement à travailler ici et je te félicite encore une fois. Et la dernière petite question Merci. qu'on va prendre, c'est en fait, toi, tu es ton brand personnel et on va parler un peu de attrait de ta marque, image de ta marque. C'est tout ce qui est attente, association, parce que les attentes jouent aussi beaucoup dans la perception. Si dans l'hôtel 5 étoiles, on attend un niveau de service, on ne va pas attendre au même service si on prend, j'en sais rien, en chambre d'un petit hôtel en Provence. Donc, quelle association évoque ta marque ou quelle association tu veux que ta marque évoque? Alors, j'en sais rien. Je sais pas. Non, mais tu dois avoir l'idée, certainement, avec qui tu veux, quelle idée. Par exemple, tu veux parler de l'écologie. Je ne sais pas si tu veux que l'écologie soit associée à ta démarche. Ah, Il y a certainement alors, d'autres. oui, alors moi, pour moi, déjà, pourquoi je suis dans ce métier, c'est très clair. Je veux dire, le premier moteur pour moi Oui, a été donc de diminuer la pollution de l'air par les incinérations excessives de matière oui, hein. et la pollution des sols par comment dire, du rejet des matières qui ne sont pas recyclées, on va dire, des gisements qui sont au sol Oui, et hein. qui justement détériorent en fait les sols. Et voilà, et moi, c'est mon moteur à moi, c'est diminuer assez vite. C'est le premier moteur, bien sûr, de diminuer assez vite la pollution de l'incinération et la pollution des sols. Voilà, c'est vraiment mon moteur premier. Donc, tu as parlé également de tes valeurs de l'honnêteté, de la transparence. Donc, c'est ça que tu souhaites mettre comme image de ta marque. Oui, voilà, tout à fait. Je pense que ça va être, pour moi, c'est ce qui va constituer, on va dire, les 3 premiers mois de plan de marketing et de communication. Avant de… Est-ce que pour toi, ce qui se passe en réalité, je ne sais pas, ça dépend de toi ou ça dépend pas peut-être de toi, est-ce qu'il y a les divergences entre ce positionnement et ce qui se passe réellement quand tu travailles avec un client? Tu disais que Alors, quand tu travaillais comme salarié, justement, il y avait une divergence. Est-ce que maintenant, quand tu présentes ta propre marque, il y a encore des divergences ou pas? est-ce que tu peux être un petit peu plus précise, s'il te plaît? Parce que pour moi, c'est encore Toi, vaste, tu as cette question. certaines valeurs que tu veux transmettre. Tu as parlé, par exemple, de l'honnêteté, de transparence et de l'écologie également pour pas que les ordures polluent. Toi, tu aides dans le recyclage. Parfois, quand tu rencontres une cliente dans vos interactions avec le client, tu peux avoir, je ne sais pas, certains blocages, certains freins. Je ne sais pas de quelle nature parce que je ne connais pas ton domaine, qui peuvent faire que ce qui se passe réellement est divergent des valeurs que tu portes en toi. Comme tu disais, par exemple, quand tu étais salarié, tu n'avais pas
le droit de dire certaines choses ou de révéler certaines vérités à ton client. Est-ce que maintenant, il y a encore ce gap ou il n'y en a plus? Est-ce que vraiment, toi, tu portes tes valeurs dans la réalité? Ben oui, parce que moi, je travaille sur mon projet depuis 6 mois dans la réflexion, sur chaque étape. Et en fait, dans la réalité, en tant que salarié, on ne disait pas toute la vérité parce qu'on n'avait pas suffisamment de choix proposés aux clients et parce qu'il fallait vendre. Hein. Ça, c'est vendre, Oui. il faut vendre. Le problème, c'est que pour moi, on peut être et dans la réalité et vendre. Simplement, ça demande beaucoup de travail. Ça veut dire que quand on veut vendre et être dans la réalité, il faut proposer aux clients plusieurs solutions. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça demande beaucoup d'investigation au niveau des constructeurs, au niveau des solutions qu'on peut développer et être honnête avec le client. Dire, on a des clients, il y a un problème de prix, par exemple, ce qui est réel. Hein, je veux dire, un client qui veut recycler, il n'a pas forcément les budgets. Donc, il faut aller chercher des solutions, on va dire des solutions proposer des solutions, on va dire. On va rentrer dans les solutions parce que sinon, on est là encore jusqu'à demain. Bon. Donc, pour toi, en ce que j'entends, toi, tu es actuellement parfaitement aligné entre tes valeurs et la réalité du service que tu proposes. Oui, moi, je voudrais que tout le monde puisse s'équiper, quels que soient ses moyens. Voilà. Super, super. C'est parfait, c'est vraiment super. Donc, encore une fois, de 1 à 10, comment tu mesures est-ce que ta marque est forte? C'est comment je mesure? Je mesure ce que ma marque porte. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un attrait fort et distinctif ou est-ce qu'elle a besoin un peu d'attention ou est-ce qu'elle est un peu générique ou est-ce qu'elle est chancelante ou est-ce que carrément elle souffre? Ta marque, ta propre marque, ton branding, est-ce qu'il est fort? Pour moi, c'est permettre à tout le monde de recycler, quels que soient ses moyens. 1 à 10. De 1 à 10, est-ce que ta marque est forte? Ou est-ce qu'il y a 1 à 10 travailler? 10, bah, c'est parfait, non, mais toi, tu as... Ah non, pardon, excuse-moi, oui, d'accord, si je comprends, parce que des fois, on a des différences de compréhension, des décalages aussi. Moi, je dirais que non, il faut que je travaille là-dessus. J'ai pas encore abordé cette partie, donc je dirais, allez, je vais dire... je vais dire 4, allez, 4, parce que j'ai un gros travail à faire. Ok, ouais. Qu'est-ce que dans ce travail-là, qu'est-ce que tu peux me donner quelques actions que tu peux faire pour que ta marque soit plus forte? Ben oui, il faut que je prenne mon petit sac, j'aille dans tous les pays qui fabriquent. Hein. Il faut que j'aille en Turquie, en Irlande, en Allemagne, au Royaume-Uni et que je travaille sur place ma prospection et que je recherche tous les constructeurs qui ne sont pas visibles. Donc, ça me demande une prospection active et on va dire pour pouvoir trouver tous les types de constructeurs. Voilà. Super. C'est la première, le plus gros morceau. Super. Ta première action par rapport à ça? Pardon? Ta première action par rapport à ça, qu'est-ce que tu fais en premier lieu? Ce que je fais, eh bien, je vais contacter déjà par mail donc tous les constructeurs de chaque pays, un premier constructeur de chaque pays pour avoir déjà un pied. Et lorsque je partirai le rencontrer, donc je vais préparer un circuit. Et lorsque je serai prête à rencontrer un constructeur de chaque pays, je prendrai une semaine sur place pour prospecter directement. Super. En plus, ça t'offre des vacances, ça va être super sympa. C'est exactement ça. Tu as déjà planifié la date de premier contact? Alors, j'ai pas. Si. Les premiers contacts, je les démarre la semaine prochaine, en fait. Ah, ben voilà. Le jour, tu peux me donner le jour quand tu démarres ton premier contact? Par mail, hein, on est bien d'accord. Les premiers contacts débuteront mardi prochain. Mardi, je ne sais pas quelle date on sera mardi. Super. Bravo. Mardi, c'est bien pour ça. Merci beaucoup, Nora. Pour chaque, c'est comme ça qu'on travaille
Avec cet outil, pour chaque case, je pose des questions. Il y a des critères précis pour pouvoir améliorer dans chaque case la démarche correspondante pour vraiment. Et après, il faut en plus voir comment chaque case, par exemple, Nora, tu fais que ton offre devient plus forte. Comment ça va peut-être diminuer tes coûts parce que tu n'auras pas besoin de te déplacer. Ça va peut-être te positionner mieux que tes concurrents, donc tu gagnes par rapport à la concurrence. Après, si tu gardes des moyens de t'adapter, tu seras inimitable parce que toi, tu présentes ta propre marque. Donc, une autre personne ne pourra pas se positionner sur le même créneau, etc. Donc, après, on voit le grille dans son ensemble pour voir comment d'autres... Il n'y a pas toujours l'impact positif. Parfois, quand on choisit, surtout dans les coûts, par exemple, ou dans... quand on veut être inimitable, parfois, on prend les mesures de développement trop rapide qui coûte trop, qui cause après la perte de la marque. Donc, il y a beaucoup de points d'attention qui peuvent être mis à jour par cette analyse. Et donc voilà, c'est cette approche, la première approche que j'ai complétée de façon coaching et en plus d'autres sources parce que pour chaque case, je propose des outils complémentaires comme matrice BCG ou comme horloge pour positionner les prix horloges stratégiques ou bon bref ou comme d'autres matrices. Il y a pas mal, il y a des petits outils prévus pour chaque case et en plus c'est traité en version coaching pour être plus interactif. Et donc c'est super facile. Ça permet à considérer vraiment l'entreprise dans son ensemble. Et le plus gros, parfois, on n'aime pas regarder dans certaines directions. Même les dirigeants, ils ont des préférences. Il y en a qui préfèrent marketing. Ils vont être tout le temps sur le marketing et qui n'aiment pas regarder trop les coûts. Ça peut, pareil, causer une perte d'une entreprise. La différence de cet outil est qu'on passe vraiment tout en revue de façon vraiment simple et interactive. Et voilà, pour conclure, j'aime beaucoup cette citation. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Je trouve que c'est vraiment, on ne peut pas, bien sûr, la réalité est bien plus grande et bien plus complexe qu'on peut l'étudier sur le papier, mais faire déjà ça, ça nous permet à être, vraiment, c'est un peu comme bilan de santé d'une entreprise. Ça permet de voir où il y a les points d'attention et où peut-être on gaspille l'argent qu'on pourra économiser. Et il me reste à vous remercier beaucoup pour votre apport. Et est-ce que si vous avez des questions, on peut revenir sur quelque chose?